Elle servait des verres sous des chandelles, parmi des costumes noirs et du cristal qui tintait. Puis il posa 1000 $ froissés, exigea une langue qu'elle ne parlait pas. En 15 minutes, les regards se resserrèrent, les téléphones filmèrent. Sa respiration compta. Il murmura son adresse. Elle releva les yeux, répondit en italien. Certains mots coûtent plus qu'on ne l'imagine. La pluie frappe les vitres du restaurant Le Caprice comme des balles perdues. À l'intérieur, les chandelles vacillent sous l'éclat des conversations feutrées et du cristal qui teinte. L'établissement le plus cher de Lyon respire l'argent sale autant que l'excellence culinaire. Les nappes blanches immaculées cachent des secrets aussi sombres que les costumes sur mesure de sa clientèle. Vincent Toriani observe la salle depuis sa table d'angle. 45 ans, cheveux gris argentés parfaitement coiffés, regard acier qui découpe les hommes comme un scalpel. Ses mains reposent sur la nappe, immobiles, mais ses doigts portent des bagues qui ont vu couler plus de sang que de champagne. Le patron de la famille Toriani ne vient jamais ici pour la cuisine. Il vient pour être vu, pour rappeler à Lyon qui tient vraiment les rênes de cette ville. Autour de sa table, 4 lieutenants en costume sombre boivent ses paroles comme du poison sucré. Marco, le comptable aux lunettes fines qui blanchit l'argent mieux qu'une machine à laver. Giuseppe, l'avocat qui transforme les crimes en malentendus juridiques. Antonio, le bras droit qui règle les problèmes avec ses poings avant ses mots. Et Luigi, le plus jeune, celui qui rêve encore de devenir quelqu'un dans cette famille où l'ambition se paie comptant. La serveuse s'approche. 26 ans, cheveux châtains tirés en chignon strict, tablier noir qui épouse sa silhouette sans ostentation. Camille Moreau porte son uniforme comme une armure. Ses yeux verts évitent soigneusement de croiser ceux des hommes à cette table. Elle a appris depuis longtemps que certains regards vous marquent ta vie. Bonsoir messieurs, désirez-vous consulter notre carte des vins? Sa voix porte cette politesse glacée que seuls maîtrisent ceux qui servent les prédateurs en costume. Vincent lève les yeux de son téléphone. Un sourire s'étire sur ses lèvres, mais n'atteint jamais ses yeux. Il la détaille, comme un boucher évalue une pièce de viande. Tu comprends l'italien, ma jolie? Le silence se répand autour de la table comme une nappe d'huile. Les lieutenants cessent de manger. Marco ajuste ses lunettes. Giuseppe pose sa fourchette avec la précision d'un chirurgien. Antonio craque ses jointures sans quitter Camille du regard. Luigi, lui, baisse les yeux, mal à l'aise. Camille serre son carnet contre sa poitrine. Je suis désolé, monsieur, mais notre carte est disponible en français et en anglais. Vincent penche la tête, amusé par cette réponse qui évite sa question. Il boit une gorgée de vin en la laissant mariner dans l'inconfort. Autour d'eux, les autres tables ont baissé d'un ton. Même les riches savent reconnaître un fauve quand ils en voient un. Je n'ai pas demandé ta carte, petite. J'ai demandé si tu comprenais l'italien. Le mot petite sort de sa bouche comme une caresse empoisonnée. Camille sent ses jambes trembler, mais sa voix reste ferme. Non, monsieur, je ne parle pas italien. Vincent éclate d'un rire qui fait frissonner toute la salle. Ces hommes l'imitent par réflexe, comme des hyènes suivant leur chef. Il sort une liasse de billets de sa veste, la pose sur la table avec la nonchalance de celui qui manipule la mort quotidiennement. 1000 $ si tu me sers en italien ce soir. Les billets froissés semblent pulser sous la lumière des bougies. 1000 $. Camille calcule rapidement. C'est 3 mois de loyer. 3 mois de liberté pour Jules. Son petit frère de 15 ans qui rêve d'étudier la médecine mais dont les notes déclinent depuis que leur mère est tombée malade. 3 mois pour respirer sans compter chaque centime. Monsieur, je vous ai dit que je ne... Écoute-moi bien. Vincent se penche vers elle, sa voix devient un murmure qui glace le sang. Dans cette ville, tout s'achète. Ta fierté, ton silence, ta famille. 1000 $ pour quelques mots d'italien. C'est généreux, non? Le sous-texte est clair comme une lame. Camille regarde les billets, puis Vincent, puis les visages tendus de ces hommes. Dans leurs yeux, elle lit l'attente du spectacle, la soif de voir quelqu'un se briser pour leur divertissement. Marco sourit derrière ses lunettes. Giuseppe tapote la table du bout des doigts. Antonio la fixe comme un serpent hypnotise sa proie. Seul Luigi détourne le regard, gêné par la cruauté gratuite de la scène. Mais même lui ne dit rien. Dans la famille Toriani, on ne contredit pas le patron. Jamais. Camille respire profondément. Elle pense à Jules qui l'attend à la maison avec ses devoirs de mathématiques, à leur mère qui tousse de plus en plus la nuit, aux factures qui s'accumulent sur la table de la cuisine. Elle pense aussi à son père mort dans un accident de chantier il y a 8 ans, qui lui disait toujours que la dignité ne se vend pas. « Je vais chercher notre sommelier, monsieur. Il parle plusieurs langues. »
Vincent frappe la table du plat de la main. Le bruit sec fait sursauter toute la salle. Les verres tremblent. Les conversations s'arrêtent net. Le restaurant entier retient son souffle. J'ai dit « toi », pas le sommelier, « toi ». Sa voix a monté d'un cran, assez pour que chacun comprenne qu'on ne plaisante plus. Camille sent tous les regards peser sur elle. Les autres clients murmurent entre eux. Certains sortent discrètement leur téléphone. D'autres regardent ailleurs, feignant de ne rien voir. Monsieur Dubois, le maître d'hôtel, s'approche avec la démarche d'un homme qui marche sur des œufs. Monsieur Toriani, puis-je vous aider? Vincent ne quitte pas Camille des yeux. Non, Pierre. Mademoiselle et moi avons une petite négociation en cours. Le mot négociation résonne comme une menace. Dubois acquiesce et recule, abandonnant Camille à son sort. Elle comprend alors qu'elle est seule, que personne ne viendra l'aider, que dans ce monde où l'argent fait loi, elle n'est qu'un pion sur l'échiquier de Vincent Toriani. Vincent reprend la liasse, la fait claquer entre ses doigts. 1000 $, petite. Pour toi, c'est une fortune. Pour moi, c'est l'argent que je gagne en fumant une cigarette. Il marque une pause, savoure le pouvoir qu'il exerce. Alors, tu vas essayer de me parler italien, ou tu préfères que je trouve un autre moyen de m'amuser ce soir? La menace plane dans l'air comme un parfum toxique. Camille ferme les yeux une seconde. Quand elle les rouvre, quelque chose a changé dans son regard. Une flamme qu'elle croyait éteinte depuis longtemps. Elle redresse les épaules, serre son carnet contre elle comme un bouclier, et pour la première fois de la soirée, elle regarde Vincent Toriani droit dans les yeux. Le silence qui suit dure une éternité. Camille et Vincent se mesurent du regard comme deux duellistes avant le premier coup. Les bruits du restaurant s'estompent. Plus de tintements de verre, plus de murmures feutrés. Même la pluie contre les vitres semble suspendre sa course. Il n'y a plus que ces deux volontés qui s'affrontent dans un combat silencieux où la dignité sera le seul butin. Vincent penche légèrement la tête, intrigué par cette transformation. Il avait prévu de voir la peur, la soumission, peut-être quelques larmes pour agrémenter son dîner. Mais ce qu'il découvre dans les yeux de Camille le déstabilise. Cette femme qu'il croyait brisée lui oppose une résistance qu'il n'avait pas anticipée. Une résistance qui réveille en lui quelque chose d'oublié depuis longtemps. Le goût du défi. « Tu me regardes maintenant » murmure-t-il avec un sourire carnassier. « C'est mieux. J'aime qu'on me regarde quand je parle. » Camille ne cille pas. Son carnet tremble imperceptiblement entre ses mains, mais sa voix garde cette fermeté qui surprend même Dubois, resté en retrait. « Monsieur, notre établissement propose un service en français. Si cela ne vous convient pas, je peux demander à la direction de vous recommander un restaurant italien. » L'audace de la réponse fait ricaner Antonio. Marco lève les sourcils derrière ses lunettes. Giuseppe cesse de tapoter la table. Luigi, lui, retient son souffle. Personne ne parle ainsi à Vincent Toriani. Personne, et surtout pas une serveuse dans un restaurant de Lyon. Vincent se carre dans sa chaise, amusé par l'effronterie. Il reprend la liasse de billets, la caresse du bout des doigts comme on flatte un animal domestique. « Tu as du caractère, petite. J'aime ça. Mais attention à ne pas confondre courage et témérité. » Il fait une pause calculée, laisse le sous-entendu s'installer. Dans cette ville, tout le monde finit par parler ma langue. Tôt ou tard. Camille sent un frisson parcourir son échine. Elle connaît la réputation de Vincent Toriani. Tout Lyon connaît. Les journaux parlent d'hommes d'affaires prospères, de philanthropes généreux, de notables respectés. Mais les rues murmurent d'autres histoires. Des disparitions inexpliquées. Des commerces qui ferment du jour au lendemain. Des familles qui quittent la ville sans prévenir. On dit que Vincent Toriani possède cette cité comme un roi possède son royaume. « Je ne parle pas italien, monsieur », répète-t-elle avec cette obstination qui commence à agacer Vincent. « Mais je peux prendre votre commande en français. » Cette fois, le sourire de Vincent se durcit. Ses yeux se plissent, prennent cette teinte métallique que ses ennemis apprennent à redouter juste avant de disparaître. Il se penche vers elle. Sa voix devient un sifflement glacial qui transperce l'âme. « Écoute-moi bien, Camille Moreau. 26 ans, domicilié rue Mercière, appartement 23B, mère malade, petit frère au lycée Ampère. Tu travailles ici depuis 2 ans pour payer les dettes médicales. » Le sang de Camille se fige. Comment connaît-il son nom, son adresse, sa vie? Elle n'a jamais échangé un mot avec cet homme avant ce soir. Mais Vincent Toriani lit la terreur dans ses yeux comme on lit un livre ouvert. Surprenant ce qu'on peut apprendre avec un simple coup de téléphone. Poursuit-il en sortant son portable, fait miroiter l'écran sous la lumière des bougies. Mon ami Giuseppe ici présent connaît très bien le directeur de l'hôpital où ta mère est soignée. N'est-ce pas, Giuseppe?
L'avocat acquiesce avec ce sourire reptilien qu'il réserve aux témoins qu'il s'apprête à détruire. Les traitements expérimentaux coûtent cher, mademoiselle, et ils ne sont pas garantis par la sécurité sociale. Camille vacille. Sa mère suit effectivement un protocole de chimiothérapie innovant, le seul espoir qui lui reste après l'échec des traitements conventionnels. Un protocole qui leur coûte 15 000 € par mois, qu'elle peine grâce aux économies de toute une vie et aux prêts bancaires que Camille rembourse centime par centime. Vincent savoure l'effet de ses paroles. Il reprend sa liasse, en fait claquer les billets sous le nez de Camille. 1 000 $ pour quelques mots d'italien, ou 15 000 € de dettes médicales qui disparaissent mystérieusement des ordinateurs de l'hôpital. À toi de voir. La proposition tombe comme un couperet. Camille comprend maintenant qu'elle n'est plus dans un simple restaurant face à un client difficile. Elle se trouve dans le bureau de Vincent Toriani, même si les murs sont ceux du caprice. Elle est face à un homme qui détient le pouvoir de vie et de mort sur sa famille. Un homme pour qui les lois sont des suggestions, et la morale un luxe qu'il ne peut pas se permettre. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Sa voix tremble pour la première fois depuis le début de cette confrontation. Vincent se lève lentement, 1,85 m de muscles et d'autorité qui écrase Camille de sa prestance. Il contourne la table avec la grâce d'un prédateur, s'approche d'elle jusqu'à sentir son parfum bon marché mélangé à la peur. « Ce que je veux », il murmure si bas que seule Camille peut l'entendre. « Je veux voir jusqu'où tu es prête à aller pour sauver les tiens. Je veux tester cette fierté qui te fait trembler mais qui refuse de plier. » Il recule d'un pas, reprend sa voix normale pour que toute la salle puisse entendre. « Alors, mademoiselle Moreau, 1 000 $ pour me servir en italien, ou préférez-vous que nous discutions d'autres arrangements ?» Le mot « arrangement » résonne comme une sentence de mort. Camille ferme les yeux, pense à Jules qui rentre du lycée dans 2 heures, à sa mère qui l'attend dans sa chambre d'hôpital, à tous ses sacrifices consentis pour construire une vie digne malgré l'adversité. Elle pense aussi à son père qui lui répétait qu'on ne négocie jamais avec le diable, même quand il porte un costume 3 pièces. Quand elle rouvre les yeux, Vincent y lit une résolution qui le surprend. Pas la capitulation qu'il attendait, mais quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemble à de la détermination. « J'ai étudié l'italien pendant 3 ans à l'université », dit-elle d'une voix claire qui traverse tout le restaurant, avant d'abandonner mes études pour m'occuper de ma famille. Vincent fronce les sourcils. Ce n'était pas prévu dans son scénario. Marco se redresse, intrigué. Giuseppe cesse de sourire. Antonio se tend comme un ressort. Luigi lève enfin les yeux, captivé par ce retournement inattendu. Camille pose son carnet sur la table, face à Vincent. Ses mains ne tremblent plus. « Vous voulez 1 000 $ d'italien, monsieur Toriani ? Très bien. Mais nous allons clarifier les règles du jeu. » Elle marque une pause, fixe chacun des hommes tour à tour avant de revenir à Vincent. « Car c'est bien un jeu, n'est-ce pas ? Un jeu où vous possédez toutes les cartes et où je n'ai que ma langue pour me défendre. » Vincent sent quelque chose basculer dans l'équilibre de la soirée. Cette femme qu'il comptait humilier publiquement vient de reprendre l'initiative. Elle transforme son piège en arène, sa faiblesse en force. Et pour la première fois depuis des années, Vincent Toriani ne contrôle plus totalement la situation. « Parle », dit-il simplement. Camille inspire profondément. Puis, d'une voix qui porte jusqu'aux tables les plus éloignées, elle prononce ses premiers mots en italien. Mais ce qu'elle dit fige le sourire de Vincent et fait reculer ses hommes, comme si elle venait de dégainer une arme. « Lei non è un uomo potente, signor Toriani. È solo un bambino spaventato che gioca con giocattoli troppo grandi per lui. » Les mots sortent de la bouche de Camille comme des lames effilées qui tranchent l'air du restaurant. Vincent se fige, le visage vidé de toute couleur. Autour de la table, ces hommes échangent des regards incrédules. Marco retire ses lunettes pour les nettoyer nerveusement. Giuseppe serre les poings sous la nappe. Antonio se lève à demi de sa chaise, avant qu'un geste de Vincent l'arrête net. Le silence qui suit est plus lourd qu'un cercueil. Les autres clients du restaurant retiennent leur souffle, conscients d'assister à quelque chose d'historique. Personne n'a jamais osé insulter Vincent Toriani en public, encore moins en italien, la langue de ses ancêtres, celle qu'il considère comme sacrée. Camille soutient son regard sans ciller. Elle vient de franchir une ligne rouge, de brûler tous ses ponts d'un seul coup. Mais étrangement, elle se sent libérée. Pour la première fois depuis des années, elle a dit exactement ce qu'elle pensait à quelqu'un qui la terrifiait. Vincent reprend lentement ses esprits. Un tic nerveux agite sa paupière gauche. Ses mains, habituellement si maîtrisées, tremblent imperceptiblement. Il n'a pas compris tous les mots, mais le ton suffisait.
Cette femme qu'il voulait humilier vient de le traiter d'enfant apeuré devant ses propres hommes. Qu'est-ce que tu as dit? Sa voix gronde comme un orage qui approche. Camille ne recule pas. Elle répète en français, chaque mot pesé comme une pierre lancée dans un bassin. J'ai dit que vous n'étiez pas un homme puissant, monsieur Toriani. Juste un enfant effrayé qui joue avec des jouets trop grands pour lui. Giuseppe se lève brusquement, renversant sa chaise. Vincent, on ne peut pas laisser passer ça. Personne ne te parle comme ça. Mais Vincent lève une main pour le faire taire. Son regard ne quitte plus Camille. Il y a quelque chose dans les yeux de cette femme qui le fascine autant que ça l'enrage. Une absence totale de peur maintenant qu'elle a choisi son camp. Une sérénité de condamné qui a accepté son sort. Continue, dit-il d'une voix dangereusement calme. Dis-moi ce que tu penses vraiment, petit universitaire. Camille sent l'adrénaline courir dans ses veines. Elle a passé le point de non-retour. Autant aller jusqu'au bout. Je pense que vous collectionnez la peur comme d'autres collectionnent les timbres. Que vous avez besoin de voir les gens ramper devant vous pour vous rappeler que vous existez. Elle fait un pas vers lui, ignorant Antonio qui se tend comme un ressort prêt à bondir. Je pense que sous vos costumes à 15 000 € et vos montres en or, vous êtes le même gamin de banlieue qui se faisait humilier à l'école. Et que maintenant vous prenez votre revanche sur des serveuses parce que c'est plus facile que d'affronter vos vrais démons. La gifle part avant même que Vincent réalise qu'il a bougé. Le claquement résonne dans tout le restaurant comme un coup de fouet. Camille chancelle mais reste debout, une trace rouge marquant sa joue gauche. Des larmes de douleur perlent au coin de ses yeux, mais elle ne pleure pas. Vincent. Luigi se lève enfin, incapable de supporter davantage cette violence gratuite. Ça suffit maintenant. Tous les regards se tournent vers le plus jeune du groupe. Luigi Benedetti, 28 ans, neveu de Vincent, celui qui a rejoint la famille plus par obligation que par conviction. Ses mains tremblent, mais sa voix reste ferme. Elle n'a fait que répondre à ta question. Tu lui as demandé de parler italien, elle a parlé italien. Vincent pivote vers son neveu, les yeux injectés de sang. Tu prends sa défense maintenant? Tu oublies qui tu es, Luigi? Le jeune homme soutient le regard de son oncle. Non, je n'oublie pas. Mais j'oublie encore moins ce que grand-père nous a enseigné. On ne frappe pas une femme. Jamais. La mention du grand-père fait tressaillir Vincent. Salvatore Toriani, le patriarche qui a bâti l'empire familial avec ses poings, mais aussi avec son code d'honneur. Un homme qui n'aurait jamais levé la main sur une femme, même pour sauver sa propre vie. Camille touche sa joue endolorie, fixe le sang sur ses doigts, puis elle regarde Vincent avec un mélange de pitié et de dégoût qui le blesse plus que tous les coups qu'il a reçus dans sa jeunesse. Vous pouvez me frapper, monsieur Toriani. Vous pouvez détruire ma famille, ruiner ma vie, me faire disparaître. Vous avez ce pouvoir. Elle marque une pause, essuie le sang du revers de la main. Mais vous ne pourrez jamais effacer ce que je viens de vous dire, parce que c'est la vérité. Vincent recule comme si elle l'avait frappé en retour. Cette femme qu'il vient de gifler le regarde avec la même expression que sa mère quand elle découvrait ses bêtises d'enfant. Une déception profonde, teintée de tristesse pour ce qu'il aurait pu devenir. Autour d'eux, le restaurant a basculé dans un autre monde. Les serveurs se sont volatilisés, les clients murmurent entre eux sans oser partir. Dubois gesticule près de la caisse, téléphone collé à l'oreille, appelant probablement la police tout en sachant qu'elle n'interviendra jamais contre Vincent Toriani. Marco tente de détendre l'atmosphère. Vincent, on devrait peut-être... Fermez-la tous, explose Vincent, repoussant sa chaise qui bascule dans un fracas métallique. Vous croyez que je vais me laisser humilier par une serveuse? Dans mon restaurant, dans ma ville? Il sort son téléphone, compose un numéro d'une main tremblante de rage. Oui, c'est moi. J'ai un problème au caprice. Une femme qui a besoin d'apprendre les bonnes manières. Camille entend distinctement la voix qui répond à l'autre bout du fil. Froide, professionnelle, habituée à ce genre d'appel. Elle comprend que sa mort vient d'être programmée aussi simplement qu'une livraison de pizza. Mais au lieu de s'effondrer, elle redresse les épaules. Si elle doit mourir ce soir, ce sera debout. Elle pense à Jules qui fait ses devoirs à la maison, à sa mère qui se bat contre le cancer, à son père qui lui a appris que la dignité ne se négocie jamais. J'ai un dernier service à vous demander, monsieur Toriani. Sa voix résonne claire et forte dans le silence oppressant. Vincent range son téléphone, intrigué malgré lui. Quoi? Camille sort une lettre de la poche de son tablier, la pose sur la table devant lui. Donnez ça à mon frère quand vous aurez terminé avec moi. Dites-lui que sa sœur l'aimait plus que sa propre vie. La simplicité de la demande désarçonne Vincent. Il s'attendait à des supplications, des larmes, des promesses. Pas à cette sérénité face à la mort qui lui rappelle douloureusement sa propre lâcheté.
Luigi s'approche de la table, ramasse la lettre. « Je la lui donnerai moi-même », dit-il en fixant son oncle. « Et je lui expliquerai pourquoi elle est morte. » L'affrontement entre l'oncle et le neveu électrise l'air. Vincent réalise qu'il vient de perdre Luigi, le seul membre de sa famille qui le respectait encore par amour et non par peur. Mais il est trop tard pour reculer, trop tard pour admettre qu'il s'est trompé. La porte du restaurant s'ouvre. Deux hommes en costume sombre entrent, leurs yeux balayent la salle avant de se poser sur Vincent. Ils attendent ses ordres avec la patience de machines bien huilées. Camille ferme les yeux, pense une dernière fois à ceux qu'elle laisse derrière elle. Quand elle les rouvre, c'est pour regarder Vincent une dernière fois. Vous savez ce qui vous attend, monsieur Toriani? La solitude. Parce qu'un jour, tous ceux qui vous entourent comprendront ce que vous êtes vraiment. Et ils partiront, un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que vous et vos peurs. Ces mots résonnent comme une prophétie dans l'esprit de Vincent. Il voit déjà Luigi qui range la lettre dans sa veste avec des gestes de croque-mort. Marco qui évite son regard. Giuseppe qui consulte discrètement sa montre. Antonio qui attend ses ordres sans conviction. Alors qu'il s'apprête à donner le signal final, une voix s'élève du fond du restaurant. Si cette histoire vous touche et que vous voulez découvrir comment elle se termine, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous explorons ensemble ces moments où l'humanité se révèle dans sa vérité la plus crue. Dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous à la place de Camille? Auriez-vous eu le courage de dire la vérité face au danger? Partagez vos réflexions, car c'est dans ces échanges que naissent les plus belles discussions sur ce qui nous rend vraiment humains. Stop. La voix vient du fond du restaurant, claire et autoritaire. Tous les regards se tournent vers l'entrée où se tient une femme d'une soixantaine d'années, cheveux argentés tirés en chignon sévère, manteau de laine noire ruisselant de pluie. Margherita Toriani, la mère de Vincent, traverse la salle avec cette démarche royale qui fait plier les genoux aux plus endurcis. Derrière elle, deux gardes du corps restent en retrait, mains croisées dans le dos. Vincent blêmit en voyant sa mère. Margherita Toriani ne sort jamais de sa villa de Caluire, ne se mêle jamais des affaires de la famille. Sa présence ici, maintenant, annonce soit une catastrophe, soit un miracle. Dans l'univers des Toriani, les deux se confondent souvent. « Mama », balbutie Vincent en se levant maladroitement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Margherita ne lui répond pas. Elle s'approche de Camille, examine la trace rouge sur sa joue avec l'attention d'un médecin légiste. Puis elle se tourne vers son fils et dans ses yeux brille cette fureur glaciale que Vincent n'a vue qu'une seule fois. Le jour où son père avait osé lever la main sur elle. « Tu as frappé cette femme. » Ce n'est pas une question, c'est un constat qui tombe comme un coup près. Vincent tente de justifier son geste. « Elle m'a manqué de respect, Mama. Devant mes hommes. Je ne pouvais pas. » La gifle de Margherita claque plus fort que celle qu'il a donnée à Camille. Vincent chancelle, la main sur sa joue, incrédule. Autour de la table, ses lieutenants figent comme des statues de sel. Marco laisse tomber ses lunettes. Giuseppe avale de travers sa gorgée de vin. Antonio recule instinctivement. Luigi, lui, esquisse un sourire qui disparaît aussitôt. Ton père et ton grand-père se retournent dans leur tombe, siffle Margherita d'une voix qui pourrait faire fondre l'acier. 3 générations de Toriani ont bâti leur honneur sur le respect des femmes. Et toi, tu détruis tout en une soirée pour impressionner ces pantins? Elle désigne les hommes autour de la table avec un mépris qui les fait se recroqueviller sur leurs chaises. Vous croyez qu'être dans la famille Toriani vous donne le droit de terroriser des innocentes? Vous vous trompez. Margherita se tourne vers Camille, lui tend un mouchoir brodé de ses initiales. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Camille Moreau, madame. Sa voix tremble encore sous le choc de voir Vincent se faire traiter comme un enfant désobéissant. Racontez-moi ce qui s'est passé, Camille, sans rien omettre. Camille hésite, jette un regard vers Vincent qui lui fait signe de se taire. Mais Margherita intercepte l'échange. Mon fils ne vous fait plus peur maintenant, petite. Regardez-moi et racontez. Alors Camille raconte. L'humiliation publique, le chantage avec l'hôpital, les menaces voilées, la gifle. Elle parle d'une voix de plus en plus assurée. Libérée par la présence protectrice de cette femme qui irradie l'autorité comme d'autres irradient la chaleur. Margherita écoute sans broncher, mais ses mains se crispent imperceptiblement sur son sac à main. Quand Camille termine son récit, un silence de plomb s'abat sur le restaurant. Même les bruits de cuisine se sont tus. « Vincent », dit-elle finalement sans se retourner vers son fils, « tu vas présenter tes excuses à mademoiselle Moreau. Publiquement. Maintenant. » Vincent serre les poings. « Maman, je ne peux pas. Pas devant. Si tu ne le fais pas, tu
Tu n'es plus mon fils. La menace claque comme un fouet. Et si tu n'es plus mon fils, tu n'es plus rien dans cette famille. Les mots percent Vincent comme autant de lames. Être renié par Margherita Toriani, c'est perdre sa légitimité, son pouvoir, sa raison d'être. Dans l'organisation familiale, elle reste la gardienne des traditions, celle dont la bénédiction valide toutes les décisions importantes. Vincent s'approche de Camille, la mâchoire serrée. Chaque mot lui arrache la gorge. Je vous présente mes excuses, mademoiselle Moreau. Mon comportement était inacceptable. Camille le regarde sans répondre. Elle lit dans ses yeux non pas le repentir, mais la rage contenue de celui qui s'humilie par obligation. Ses excuses ne valent rien, et ils le savent tous les deux. Margherita sort une enveloppe de son sac, la tend à Camille. 5 000 €, pour votre mère et votre frère, et pour votre dignité bafouée. Camille fixe l'enveloppe sans la prendre. Je ne veux pas de votre argent, madame. La réponse surprend Margherita. Dans son monde, tout s'achète et se vend. L'honneur, la loyauté, le silence. Mais cette jeune femme refuse l'argent après avoir enduré l'humiliation. Il y a là quelque chose qui la déroute et l'impressionne à la fois. Pourquoi ? Demande-t-elle simplement. Camille redresse les épaules. Parce que si j'accepte, je deviens complice. Et mes parents ne m'ont pas élevé pour être complice de ceux qui font du mal. Margherita range lentement l'enveloppe, un sourire imperceptible aux lèvres. Vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Une femme qui refusait elle aussi de se laisser racheter. Elle se tourne vers Vincent, et dans ses yeux passe une tristesse profonde. Tu as perdu quelque chose de précieux ce soir, mon fils. Cette femme t'offrait une chance de grandir, de devenir l'homme que ton père aurait voulu que tu sois. Vincent baisse la tête, incapable de soutenir le regard déçu de sa mère. Autour de lui, ces hommes découvrent un chef diminué, vulnérable, presque pathétique. Marco range ses lunettes en évitant soigneusement de croiser son regard. Giuseppe consulte son téléphone avec une concentration exagérée. Antonio fixe ses mains comme s'il les voyait pour la première fois. Seul Luigi ose encore regarder son oncle. Et ce qu'il voit dans les yeux du jeune homme achève de briser Vincent. Ce n'est plus de la peur ou du respect, c'est de la pitié. Margherita s'apprête à partir quand Camille l'arrête. « Madame Toriani, puis-je vous poser une question ? Je vous écoute. Pourquoi êtes-vous venue ? Comment saviez-vous ce qui se passait ici ?» Margherita sourit, et pour la première fois de la soirée, son sourire est chaleureux. « Luigi m'a envoyé un message. Il m'a dit que son oncle était en train de détruire l'honneur de la famille pour impressionner des idiots. » Tous les regards se tournent vers Luigi qui rougit jusqu'aux oreilles. Vincent le fixe avec un mélange d'incrédulité et de colère. « Tu as appelé ma mère ? J'ai sauvé ton âme, » répond Luigi sans ciller. « Grand-père me l'avait demandé avant de mourir. Veiller sur toi, même contre toi-même. » Vincent vacille sous le poids de cette révélation. Son propre neveu, celui qu'il considérait comme un fils, vient de le trahir pour le sauver. L'ironie de la situation lui arrache un rire amer. Margherita pose une main sur l'épaule de Camille. « Si un jour vous avez besoin d'aide, mademoiselle Moreau, venez me voir. Une femme de votre trempe mérite d'être protégée. » Elle fait signe à ses gardes du corps qui s'approchent. « Quant à vous, messieurs, dit-elle en s'adressant au lieutenant de Vincent, j'espère que cette soirée vous aura appris quelque chose sur l'honneur et la lâcheté. » Margherita sort du restaurant dans le même silence royal qu'à son arrivée. Derrière elle, elle laisse un fils brisé, des hommes ébranlés, et une femme qui vient de découvrir qu'elle possède une force qu'elle ne soupçonnait pas. Vincent reste seul à sa table, fixant la liasse de billets qu'il n'a jamais donnée. Autour de lui, le restaurant reprend lentement vie. Les clients murmurent entre eux, les serveurs recommencent à circuler, mais lui demeure figé, conscient que quelque chose d'irréparable vient de se briser en lui. Camille ramasse son carnet, rajuste son tablier. Elle jette un dernier regard à Vincent, et ce qu'il lit dans ses yeux le glace plus que toutes les menaces. Ce n'est plus de la peur ou de la haine, c'est de l'indifférence. Elle vient de cesser d'exister pour lui, et paradoxalement, c'est la pire des punitions. 3 mois plus tard, Lyon baigne dans la lumière dorée de l'automne. Les feuilles mortes dansent sur les pavés de la presqu'île, portées par un vent qui charrie les parfums de châtaignes grillées et de vin nouveau. La ville a repris son rythme habituel, effaçant peu à peu le souvenir d'une soirée qui a pourtant changé plusieurs destins. Camille Moreau pousse la porte de la petite librairie qu'elle vient d'ouvrir rue Mercière, à 2 pas de son ancien appartement. L'enseigne discrète annonce « Mots d'ailleurs, livres et traductions ». L'héritage inattendu de sa grand-tante lui a permis de réaliser ce rêve,
qu'elle croyait enterrée avec ses études. Derrière le comptoir, elle traduit des romans italiens en français, savourant chaque phrase comme une revanche silencieuse sur le passé. Jules, maintenant âgé de 16 ans, l'aide après les cours. Le lycéen a grandi depuis cette nuit au caprice, pas seulement en taille mais en maturité. Il range les ouvrages avec la précision de celui qui comprend la valeur des mots. Leur mère, miraculeusement stabilisée par un nouveau protocole expérimental, passe ses après-midi dans la librairie, tricotant près de la fenêtre en surveillant discrètement les allées et venues. « Une dame te demande », annonce Jules en désignant une cliente élégante qui feuillette un recueil de poésie italienne. Camille lève les yeux de sa traduction. Margherita Toriani l'observe avec ce sourire énigmatique qu'elle garde pour les situations qu'elle maîtrise parfaitement. Vêtue d'un tailleur beige impeccable, elle détonne dans ce décor bohème de livres et de plantes vertes. « Madame Toriani », Camille pose sa plume, surprise mais pas inquiète. Depuis leur rencontre au restaurant, elle a appris à respecter cette femme qui porte l'autorité comme d'autres portent un parfum. « Camille, ou puis-je dire mademoiselle la libraire maintenant ?» Margherita referme le livre qu'elle consultait. « Vous avez fait du chemin depuis notre dernière conversation. La vie continue, » répond Camille simplement. « On s'adapte aux circonstances. » Margherita hoche la tête, approuvant cette philosophie pragmatique. Elle s'approche du comptoir, examine les manuscrits en cours de traduction. « Vous travaillez sur Pavese ? Excellent choix. La mélancolie italienne traduite par une âme française, cela donne toujours des merveilles. » Camille reste sur ses gardes. Les Toriani ne font jamais de visite de courtoisie. Derrière cette conversation littéraire se cache forcément un autre agenda. « Que puis-je faire pour vous, madame ?» Margherita sourit de cette méfiance bien placée. Direct. J'aime cela. Elle sort une enveloppe de son sac, la pose délicatement sur le comptoir. J'ai une proposition à vous faire. Camille fixe l'enveloppe sans la toucher. Si c'est de l'argent, je vous ai déjà dit, ce n'est pas de l'argent. C'est un contrat de traduction. Mes mémoires, à paraître chez Gallimard. Elles sont écrites en italien. J'aimerais que vous les traduisiez. L'offre surprend Camille. Les mémoires de Margherita Toriani feraient sensation dans l'édition française. 60 ans de secrets familiaux, de pouvoirs occultes, de rivalités sanglantes. Un livre qui pourrait faire sa réputation de traductrice. Pourquoi moi ? Demande-t-elle. Parce que vous comprenez la nuance entre le pouvoir et la dignité. Parce que vous savez que certaines vérités ne se disent qu'entre les lignes. Margherita marque une pause. Et parce que vous êtes la seule personne que je connaisse qui ait tenu tête à un Toriani et survécu pour le raconter. Camille ouvre l'enveloppe, parcourt rapidement le contrat. Les conditions sont généreuses, presque trop. Il y a un piège ? Il y a toujours un piège, répond Margherita avec un rire cristallin. Mais celui-ci pourrait vous plaire. Vincent ne doit jamais savoir que vous travaillez pour moi. Le nom de Vincent flotte entre elles comme une ombre. Camille n'a pas eu de nouvelles de lui depuis cette nuit, et c'est très bien ainsi. Mais elle devine qu'il n'a pas disparu de la surface de la terre. Comment va-t-il ? La question lui échappe malgré elle. Margherita soupire, et pour la première fois, elle paraît son âge. Il survit. Luigi a repris une grande partie des affaires. Vincent passe ses journées à boire et ses nuits à regretter. Il a perdu le respect de ses hommes, et dans notre milieu, c'est une condamnation à mort lente. Camille ressent un pincement inattendu. Pas de la pitié, mais quelque chose qui s'en rapproche. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Vous lui avez rendu service cette nuit-là. Vous avez cassé quelque chose de pourri en lui. Maintenant, il peut peut-être reconstruire quelque chose de meilleur. Margherita reprend le contrat. Alors, vous acceptez ? Camille réfléchit rapidement. Travailler pour les Toriani, même indirectement, comporte des risques. Mais refuser pourrait en comporter davantage. Et puis, il y a cette curiosité professionnelle. L'envie de plonger dans les secrets d'une femme qui a traversé un siècle d'histoire française. J'accepte, mais à mes conditions. Lesquelles ? Liberté totale sur la traduction. Aucune censure, aucune pression. Et si Vincent l'apprend un jour, vous assumez seul votre choix. Margherita tend une main manucurée. Marché conclu. Elle se serre la main, scellant un accord qui dépasse la simple traduction. C'est une alliance entre deux femmes qui ont appris à naviguer dans un monde d'hommes, chacune avec ses armes et ses stratégies. Après le départ de Margherita, Camille reste seule avec le contrat. Jules s'approche curieux. « C'était qui ? Quelqu'un de mon passé », répond-elle évasivement. Quelqu'un qui me propose un nouveau défi. Le soir tombe sur Lyon quand Camille ferme sa librairie. Elle remonte la rue Mercière,
saluant les commerçants qu'elle commence à connaître. Au coin de la rue, une silhouette familière l'attend, appuyée contre un réverbère. Luigi Benedetti, en jean et pull noir, sans la prestance intimidante des costumes de la famille. « Bonsoir Camille. » Elle s'arrête méfiante. « Luigi, qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais vous parler, loin des oreilles indiscrètes. » Il désigne un café tranquille de l'autre côté de la place. « Vous m'accordez 10 minutes ?» Camille hésite puis accepte. Dans le café presque vide, ils s'installent à une table isolée. Luigi commande 2 expressos, joue nerveusement avec sa tasse. « Comment va votre oncle ?» demande Camille, rompant le silence. Luigi grimace. Il se détruit méthodiquement. Alcool, colère, isolation. Il ne supporte pas d'avoir montré sa faiblesse devant ces hommes. Il lève les yeux vers elle. Il ne supporte pas non plus que vous ayez eu raison. Raison sur quoi? Sur tout. Sa solitude, ses peurs, son besoin maladif de dominer. Luigi boit une gorgée d'espresso. Vous l'avez percé à jour en quelques phrases. Ça l'obsède. Camille fronce les sourcils. Où voulez-vous en venir? Luigi prend une inspiration profonde. Je reprends les affaires de la famille. Officiellement. Vincent reste le patron, mais tout passe par moi maintenant. Il se penche vers elle. Je veux changer les choses. Moins de violence, plus de business légal. Mais j'ai besoin d'aide. Mon aide? Pourquoi? Parce que vous représentez ce qu'on a perdu. L'honnêteté, le courage, la capacité de dire non au mal. Luigi sort une carte de visite, la fait glisser vers elle. Je monte une fondation pour l'éducation des jeunes de banlieue. J'aimerais que vous en soyez la directrice. Camille fixe la carte sans la prendre. Une fondation financée par l'argent de la mafia? Une fondation financée par l'argent que je vais sortir de la mafia, corrige Luigi. Pour en faire quelque chose de propre. L'offre est tentante, mais Camille secoue la tête. Je ne peux pas. Pas maintenant. J'ai ma librairie, ma famille, mes projets. Luigi acquiesce, déçu mais pas surpris. Je comprends. Mais si un jour vous changez d'avis, il laisse la carte sur la table. Et Camille? Merci. Pour cette nuit au restaurant. Vous avez sauvé l'âme de ma famille, même si elle ne le sait pas encore. En rentrant chez elle, Camille repense à cette conversation. Lyon regorge de secondes chances, d'occasions de racheter le passé. Mais elle a appris que certains combats ne nous appartiennent pas. Sa guerre contre Vincent Toriani est terminée. Elle l'a gagnée en restant debout, en gardant sa dignité, en refusant de devenir ce qu'il voulait qu'elle soit. Dans son appartement, Jules fait ses devoirs sur la table de la cuisine. Leur mère tricote devant la télévision, paisible pour la première fois depuis des années. Camille s'assoit près d'eux, ouvre le manuscrit de Margherita Toriani, commence à déchiffrer les premiers mots en italien. Elle traduit lentement, savourant chaque phrase, comme une victoire personnelle. Dehors, Lyon s'endort sous ses lumières dorées. Et dans cette quiétude retrouvée, Camille Moreau comprend qu'elle a trouvé sa place dans le monde. Pas celle qu'on voulait lui imposer, mais celle qu'elle a choisie. Car parfois, la vraie victoire ne consiste pas à détruire son ennemi, mais à lui montrer qu'on peut vivre sans lui.